Fait que CANSEL, en fait, c'est un acronyme, c'est pour Canadian Survey Equipment Limited. Donc, CANSEL, on a plusieurs bureaux, on est répartis partout au Canada, et on a notre implication auprès de Trimble, on est distributeur exclusif des produits d'arpentage et de cartographie. Donc, c'est là qu'on agit avec Trimble, on distribue leurs produits. Puis, au niveau de notre portfolio de produits, on a d'autres choses que des produits de Trimble, mais notre principal manufacturier, ça reste Trimble. D'accord? Notre équipe est basée, je disais, un peu partout au travers du Canada. Plus localement, à Québec, on a 3 bureaux. Donc, on a un bureau à Val-d'Or, on a un bureau à Montréal, on a un bureau ici à Québec, dans le secteur industriel. Puis, les gens de notre équipe, c'est des gens issus du domaine de l'arpentage et de la géomatique. Donc, des arpenteurs géomètres, des ingénieurs en géomatique, en génie civil, des techniciens. Puis, ces gens-là vont se répartir au niveau directeur de compte, spécialiste d'application, formateur et tout ça. Donc, on a une équipe avec une expertise assez élevée pour vous aider dans vos projets de A à Z. Ça, c'est des produits que vous avez probablement déjà vus si vous connaissez la compagnie Trimble, donc station totale, GPS plus pour faire de la cartographie, les derniers outils qui sont plus côté relevé technique, donc scanner, lidar terrestre, et le drone, ce qu'on va discuter aujourd'hui avec M. Laflante. Le drone, on vous invite aussi de l'autre côté, il est en présentation, donc si vous ne l'avez pas vu, il est là au kiosque. Si vous voulez venir nous poser des questions, ça va nous faire plaisir. On n'a peut-être pas le temps de tout couvrir, il va y avoir une période de questions à la fin. Fait que gardez vos questions si vous en avez. Donc, comme je disais, on est partenaire avec Trimble comme distributeur exclusif, mais on a d'autres produits, dont Esri, des produits Autodesk, et on est distributeur de tout ce qui est imprimante, grand format, là, plotter, traceur. Fait que des marques qu'on retrouve sur le marché. Notre slogan, c'est de la conception à la réalisation. Donc, ça veut dire c'est acquisition de données au terrain, traitement de la donnée, impression, marquage, relevé, tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on a une multitude de produits de différents manufacturiers qu'on a greffés dans notre portfolio de produits. D'accord? Nos différents domaines d'expertise vont de l'infrastructure, de l'architecture, manufacturier, donc produits Autodesk, aux produits d'arpentage, aux produits de cartographie, c'est une branche spécifique chez Trimble qui fait partie des produits de cartographie, et des relevés techniques, donc, dans lesquels fait partie le drone. D'accord? Et nos secteurs d'activité, je ne vous les énumère pas, mais au fur et à mesure qu'on travaille avec des nouveaux clients, il y a toujours des nouveaux secteurs d'activité qui entrent en jeu, puis qu'on apprend à développer des nouvelles méthodes de relevé avec des nouveaux outils pour des clients spécifiques. Mais je dirais que c'est assez diversifié, là, les clients qui vont faire avec nous. Donc, c'est grossièrement l'implication de CANSEL auprès de Trimble, puis comment on interagit avec eux autres. Je vais laisser la parole à David qui va embarquer dans le vif du sujet pour vous parler du drone. Merci M. Marcoux. Moi non plus, si vous n'avez pas d'objection, je vais revenir un petit peu en avant du micro ou quoi que ce soit. Tout à l'heure, de toute façon, j'ai une partie de la présentation qui va se faire sur le logiciel. Donc, je vais pouvoir vous présenter le logiciel aussi, je vais revenir à ma place. Donc, la première chose, on va vous présenter le Trimble UX5 aujourd'hui, donc, qui est un drone qui vous offre une solution de photogrammétrie aérienne qui va être sécuritaire et entièrement automatisée aussi. Donc, important, à l'intérieur de tout ça ici, on parle vraiment d'entièrement automatisé. On n'a pas besoin de notion de pilote, de notion de carte de photographie, de photogrammétrie, pardon. Aucune notion, que ce soit il y a une certaine base tout de même, mais vous allez voir, c'est très simple pour cette partie-là. Première chose, je veux faire la distinction entre un UAS et un UAV. Donc le UAS étant le système, donc c'est-à-dire c'est un Unmanned Airborne System, donc le système complet comprend et le drone, donc l'avion en tant que tel, la caméra, va comprendre aussi le contrôleur au sol, donc la manette en parenthèse au sol, ainsi que le lien radio qui va se faire entre les deux. Donc c'est vraiment le système complet. Et on a le UAV qui est le véhicule, qui est seulement le drone, donc le petit avion qui va voler dans les airs. On parle vraiment ici d'une nouvelle technologie qui est adaptée à l'industrie géospatiale. C'est vraiment, tant au niveau de la cartographie que de l'arpentage, on va pouvoir l'avoir. Mais la cartographie et ou arpentage, que ce soit des mines, que ce soit de l'agriculture, on va pouvoir vraiment utiliser le drone dans cette partie-là. Puis aussi, c'est une méthode qui est complémentaire. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par complémentaire? Ça ne va pas remplacer un relevé par avion, un relevé photogrammétrique conventionnel par avion. C'est sûr et certain qu'on ne peut pas couvrir des aussi grandes superficies qu'un avion peut le faire. Puis ça ne va pas remplacer non plus le
la partie arpentage conventionnel, donc le relevé au GPS ou le relevé à la station totale. Donc on ne va pas chercher la précision de la station totale, mais quand même, on va avoir quand même une très très bonne précision. On va le voir tout à l'heure, qu'est-ce qu'on peut avoir comme précision. Les différents bénéfices, que ce soit du Trimble UX5, donc que ce soit un bénéfice économique, que ce soit du côté sécurité aussi, du côté de la rapidité, puis bien sûr la facilité d'utilisation. Vous allez voir, je vais vous montrer, on va vraiment faire ensemble tout à l'heure une planification de vol. Je vais vraiment vous montrer qu'est-ce qui est à voir, qu'est-ce qui est à faire à l'intérieur de tout ça. L'outil de cartographie rapide, comme on disait, excusez-moi, que ce soit pour l'arpentage ou la cartographie, c'est un drone qui est petit et léger. On a une caméra qui est compacte. On a la caméra aussi avec nous au kiosque, donc comme M. Marco le disait tout à l'heure, gênez-vous pas de venir nous voir, venez voir le drone, poser vos questions, quoi que ce soit, vous allez pouvoir le toucher, etc. C'est sûr et certain qu'il ne faut pas partir aujourd'hui, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, mais tout de même, gênez-vous pas pour venir le voir, d'en discuter avec nous aussi. On va parler aussi d'une nouvelle génération de photogrammétrie. Pourquoi une nouvelle génération? C'est la photogrammétrie qui est beaucoup plus précise que ce qu'on pouvait avoir auparavant. On a des photos qui vont avoir des pixels, un pixel au sol qui peut donner à peu près 2,4 cm de pixels au sol comparativement à ce qu'on pouvait retrouver auparavant, bien sûr. Et des logiciels de visualisation et d'automatisation sont compris avec le système au complet. Comment ça fonctionne un drone? Première partie va être la partie terrain, donc c'est l'acquisition de données, donc vraiment avec l'avion. En tant que tel, on va faire voler l'avion pour l'acquisition de photos. Par la suite, on a le logiciel Trimble Business Center, qui est un logiciel qui nous permet de traiter la donnée. Donc, chacune de nos photos, on rentre nos photos, notre fichier de vol, des points de contrôle, si jamais on a des points de contrôle au sol, qu'on va venir rentrer à l'intérieur du logiciel de Trimble Business Center. Le logiciel, automatiquement, va poutiner ça, si vous me permettez l'expression. Donc, on va nous sortir vraiment une orthophoto, un nuage de points et un modèle 3D. Donc, on a vraiment ces trois livrables-là qui vont sortir de là. Par la suite, si jamais il y a des calculs de volume ou quoi que ce soit, des analyses à faire, des déformations, on peut vraiment l'utiliser dans d'autres logiciels. On peut trouver l'orthophoto, le nuage de points. On pense ici par exemple à Civil 3D par exemple pour faire la conception de route. On va penser à TrimModelWorks pour faire des calculs de volume. Peu importe le logiciel que vous allez utiliser par la suite, peut vraiment être utilisé. Peut utiliser les données qui sortent du drone directement. L'historique de l'imagerie aérienne chez Trimble, donc Trimble oui, on vient tout juste de sortir le drone en 2013, mais tout de même, ils ont un bon portfolio du côté imagerie. Donc en 2007, Trimble a acquis la firme Info. Pour ceux qui connaissent la photogrammétrie, qui font la photogrammétrie, Info est un logiciel de traitement en photogrammétrie. Donc la compagnie a été acquise en 2007. En 2008, il y a eu la fondation d'une compagnie qui s'appelle Gatewing, donc une compagnie belge qui est basée à Ghent, en Belgique, qui a été fondée. Puis, ils ont eu comme idée de créer un drone qui va être spécifique pour l'arpentage. Donc, c'est vraiment un drone qui va être utilisé pour l'arpentage pour pouvoir réussir à sortir vraiment des données et non un simple, je ne vais pas dire jouet, mais vraiment la partie drone qu'on peut trouver un petit peu partout maintenant dans les Best Buy, Killer Shop ou autres. Donc, en 2008, cette compagnie-là a été fondée. En 2009, ils ont sorti leur premier drone, donc le premier prototype de drone a été sorti. Et en 2010, ils ont commercialisé le Gatewing X100. C'est une compagnie qui est à part de Trimble, j'ai oublié de le mentionner, donc de 2008 jusqu'à 2011. En 2011, c'est le premier logiciel de traitement pour les données du Gatewing X100. Et en 2012, Trimble a acquis la compagnie Gatewing. Donc en 2012, Trimble était rendu distributeur du Gatewing X100. En 2013, Trimble a lancé le module photogrammétrique du logiciel Trimble Business Center, donc pour le traitement des données, et a lancé aussi le Trimble UX5, qui est la nouvelle génération de drones. Donc beaucoup plus facile à utiliser et beaucoup plus stable, etc. Pour les vols aussi comparativement à ce qu'on avait pour la première génération. Je vous parlais tout à l'heure de différents avantages, donc solutions économiques, que ce soit en temps, en argent ou en ressources humaines. Donc pour l'utilisation du drone, on va avoir besoin de seulement 2 personnes pour utiliser le drone pour pouvoir faire nos vols. Par la suite, la solution qui va être sécuritaire, donc pour le terrain accidenté, terrain dangereux ou difficile d'accès ou voire même impossible d'accès. Donc on n'a pas besoin de se déplacer directement sur le terrain, c'est l'avion qui va le faire. Par la suite, le flux de travail dans la solution sécuritaire, ce que j'ai oublié de mentionner. Par exemple, on va parler d'une carrière ou quoi que ce soit, qu'on aurait un vol à faire, on n'a pas besoin d'arrêter les opérations pour envoyer une équipe sur le terrain. Donc c'est vraiment le drone qui va faire. Donc beaucoup de carrières, de mines, etc. vont aimer la solution, dans le sens qu'ils n'ont pas besoin d'arrêter les opérations pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, voire même une demi-journée, pour avoir un relevé d'arpentage comme ça. Tout va se faire à partir du drone directement. Le flux de travail rapide, donc comme je vous disais, aucune expérience en photogrammétrie ou en aviation est nécessaire. Une courbe d'apprentissage est très rapide.
Et le vol et le traitement de données sont entièrement automatisés. C'est versatile aussi, ça sert à de nombreuses applications. Comme je vous disais, les mines, la foresterie, l'agriculture, l'arpentage, tout ça va vraiment utiliser le drone. Aussi, du côté de l'agriculture, une des choses qui peuvent être faites, donc des fameuses analyses de végétation du NDVI, qui peuvent être faites à partir du drone parce qu'on a une caméra qui est en RGB, mais on peut aussi avoir une caméra qui va être en proche infrarouge. Donc on a la caméra couleur et la caméra proche infrarouge qui va être disponible. Par la suite, différents bénéfices de l'imagerie aérienne à partir du drone. On a une grande surface arpentée, donc ça pourrait être un problème. Parfois, un drone peut couvrir jusqu'à 7,5 km² de surface avec un seul vol. Je mets un petit bémol ici sur le 7,5 km². Ce que je vais expliquer, c'est que le drone peut voler à une hauteur de 750 mètres par rapport au niveau du sol, donc environ 2200 pieds d'altitude, de hauteur, pardon. Cependant, au Canada, on est contraint par Transport Canada à respecter une hauteur de 122 mètres, donc de 400 pieds pour le vol. Donc, c'est un petit bémol que je voulais apporter ici, mais le drone, des fois à l'extérieur, dans d'autres pays, il n'y a aucune législation présentement, aucune réglementation sur les drones. On peut quand même voler jusqu'à 750 mètres en hauteur. Donc, ça nous réduit de beaucoup le temps et les coûts pour le relevé terrain. Sinon, si on a plusieurs caractéristiques à cartographier, que ce soit des routes, que ce soit des bâtiments, des clôtures, etc. Donc, à partir de l'orthophoto ici, on est capable de cartographier tout ça directement. Donc, sans avoir à se déplacer sur tout le terrain au complet. Donc, ça nous donne vraiment une représentation qui va être précise de l'endroit des terres qu'on va avoir survolées. Donc, ça nous donne vraiment la vision globale du territoire. Un des gros avantages, on va parler ici vraiment de la vision globale du territoire. Si on continue par la suite, l'arpentage topographique. Donc, du côté de l'arpentage topographique, on va avoir la collecte de données de land. Encore une fois, on a notre vol de 7,5 km², comme je dis. On peut parler d'un vol à 120 mètres, on va parler d'environ 1,5 km² qui va pouvoir être couvert avec un seul vol. On va avoir une faible densité de mesure, qui peut être un problème aussi avec un arpentage topographique, un arpentage fait au GPS par exemple. Ici, on peut avoir un pixel au sol qui peut être de 2,4 cm, comme je vous disais tout à l'heure. Ou sinon, ça va nous donner une représentation fidèle, encore une fois, de la topographie. Puis encore une fois, le même problème, des différentes caractéristiques à relever. Mais ici, tout est relevé à l'aide du vol. Donc, il n'y a pas de choix ou quoi que ce soit. Tout est relevé pour nous donner vraiment un modèle numérique de surface qui va être optimal à partir des données. Par la suite, pour les calculs de volume, le gros problème des calculs de volume, c'est les mesures arbitraires. Encore une fois, j'en viens avec mon échantillonnage, donc mon pixel de 2,4 cm. Par la suite, les terrains dans différentes conditions dangereuses ou quoi que ce soit. Encore une fois, pas besoin de marcher à l'intérieur directement de la carrière, de la mine ou quoi que ce soit. Ça réduit les risques, mais beaucoup, ça réduit les coûts, mais aussi beaucoup les risques. Si vous allez dans des mines, j'ai fait quelques mines dans le courant de l'été, la santé et la sécurité est un point extrêmement important pour eux. Donc, juste la réduction des risques, des fois, va être un gros point positif du drone. Puis l'arrêt des opérations nécessaires lors d'arpentage habituel. Aussi, pour ceux qui sont déjà allés dans des mines, dans des carrières, quoi que ce soit, vous savez que la santé et la sécurité, encore une fois, vous empêche de vous approcher à moins de 3 mètres de toute phase de roc, quoi que ce soit, pour éviter des accidents. Si jamais, les gens, ce qu'on me dit, moi, si on respectait tout ce qu'on nous demande côté santé et sécurité, il n'y a aucun arpentage ou presque qui peut être fait à l'intérieur d'une carrière ou d'une mine. Donc, avec le drone ici, on vient régler ces différents problèmes-là aussi. Donc, ça nous donne vraiment un calcul de volume de haute précision. La prochaine diapositive, ici, des exemples d'arpentage topographique. La comparaison entre un drone et un relevé GPS. Donc, on aura, par exemple, pour tout ce qui est installation du drone, donc installation, des points de contrôle au sol, qui n'est pas nécessaire à toutes les fois, mais si on va avoir vraiment un relevé qui va être géoréférencé précisément, on va parler environ 1 heure, 1 heure et quart d'installation de points de contrôle au sol, relevé par GPS. Par la suite, pour l'installation du drone, on va parler d'environ 15 minutes, versus 15 minutes aussi pour l'installation d'une barre GPS ou quoi que ce soit. Donc de ce côté-là, on n'a pas une très grande économie de temps. La côté relevé, donc on va prendre 45 minutes de relevé avec le drone, versus 30 heures, donc environ 4 jours de relevé au GPS, ou 3 grosses journées, dépendamment de comment vous le voyez. Le ramassage, le démontage de toutes les installations, 15 minutes pour le drone, 15 minutes pour le GPS aussi, donc pratiquement en même temps. Traitement des données, on parle d'environ 4 heures de traitement de données pour un traitement rapide des données. Au GPS, bien sûr, il n'y a aucun traitement de données, on a déjà notre listing de points, de coordonnées. Mais les données, par exemple, peuvent être traitées de nuit, donc ça peut être fait sur un ordinateur de nuit, on démarre l'ordinateur le soir en partant, le matin, on revient au bureau et les données sont traitées.
Donc on parle d'un temps total d'environ 6h30 avec le drone versus 32 heures pour un relevé GPS. Donc on parle d'environ 5 fois plus rapide un relevé par drone qu'un relevé GPS. Puis on va avoir l'échantillonnage de mesure. Donc ici on a 3,8 cm d'échantillonnage étant donné qu'on volait à une hauteur de 120 mètres. Et au GPS, on comptait environ un relevé aux 15 mètres, donc un point à tous les 15 mètres. Précision horizontale versus et verticale, l'un vers l'autre, on parlait d'environ 2 à 4 cm en horizontale et verticale pour le drone versus 1 à 2 cm pour le GPS. Et souvent, on a moins de précision de ce côté-là. L'économie de temps, des fois, peut nous permettre. Et vous allez voir aussi sur la prochaine diapo, ici, on voit que le relevé par drone est beaucoup plus représentatif du terrain qu'un relevé au GPS avec 1000 points, par exemple. Donc, on va avoir 300 000 points de relevé de drone versus 1000 points relevé au GPS. Vous allez voir, la représentation du terrain est beaucoup plus fidèle. Donc, on vient quand même compenser une partie de l'imprécision qu'on aurait comparativement au GPS. Un petit vidéo, ce que je vais vous montrer, là, je veux juste simplement porter votre attention au décollage. Vous allez voir, le moteur est arrêté, donc le moteur ne tourne pas pour réduire les risques de danger ou quoi que ce soit. Et vous allez voir, une fois qu'il va être décollé, vous allez revoir au ralenti le décollage. Donc ici, comme je vous disais, le moteur ne tourne toujours pas. Rendu à la fin de l'avancement, le moteur va décoller par lui-même. Donc c'est le déplacement de l'avion qui va faire partir le moteur ou faire démarrer le moteur par là. Et l'avion va monter avec un angle minimal de 30 degrés, dépendamment toujours des vents qu'on va avoir. Donc un autre décollage ici qui va se faire, avec une autre vue. Par la suite, on va voir un atterrissage aussi. Ici, c'est sûr qu'à l'atterrissage, vous allez voir arriver dans la neige ne donne pas un super beau rendu pour l'atterrissage. On va voir le prochain atterrissage qui va donner un meilleur rendu. Il va être sur la neige aussi. Ici, le drone est juste ici. Je tiens à vous mentionner que ici, ça a été fait dans le coin de Fermont. On avait des vents de 55 km/h lors de ce vol-là. Vous allez voir l'atterrissage, vous allez voir l'avion valge un petit peu à l'atterrissage. Il va toujours contrôler quand même pour venir atterrir au bon endroit, mais surtout atterrir vraiment horizontalement, à l'horizontale. Comme je vous dis, ici, ça valse beaucoup. On avait des vents, encore une fois, je répète, de 55 km/h, qui est quand même d'excellents vents, de très bons vents même. Vous allez voir l'avion va atterrir ici comme ça, sur le dur. Donc on a vraiment des atterrissages, puis un des gros points forts du drone, et aussi la capacité de prendre des vents aussi forts que 55 km/h. On peut même prendre des vents allant jusqu'à 60 km, soit dans les 100 km/h, pardon. La chaîne de travail, donc la planification du vol se fait à l'intérieur d'une échelle Trimble Access. Par la suite, on va avoir toute l'acquisition des données qui va se faire avec l'avion, bien sûr, et la surveillance qui va se faire à partir de l'échelle Trimble Access au terrain. Par la suite, on va avoir le traitement de données, comme on disait, à l'intérieur de l'échelle Trimble Business Center. Par la suite, on va aller dans différents autres logiciels pour la suite des choses. Planification de vol, donc à l'intérieur du Trimble Access, on va planifier une mission. Donc la mission va pouvoir contenir plusieurs vols. Donc on va créer un fond de carte, donc c'est vraiment télécharger un fond de carte d'une image Google. On va définir notre zone d'émission, les zones à exclure. Par la suite, on va définir la pixel au sol et ou la hauteur de vol, dépendamment comment on le voit, mais les deux sont reliés, bien sûr. On va définir aussi le recouvrement, donc l'overlap, entre chacune de nos photos. Par défaut, le recouvrement va être de 80% en longitudinal et de 80% en latéral, versus le 60% ou 70%, 30, 40% qu'on va voir conventionnellement. Puis tout ça peut se faire que ce soit au terrain ou au bureau pour cette partie-là. Par la suite, la planification du vol, c'est calculer, voir si on a un ou plusieurs vols à faire pour la mission. Puis on va définir les directions des vents, aussi les endroits de décollage et d'atterrissage, bien sûr, au terrain. Tout ça se fait, comme je disais, au terrain. Pendant le vol, on va avoir la surveillance, on va déclencher les différentes mesures d'urgence aussi, si nécessaire, bien sûr. Puis ça va se faire au terrain, bien sûr, la surveillance du vol, ça fait tout au terrain. Puis l'analyse, donc vérifier si les données sont complètes. On va tout faire ça directement au terrain ou on peut le faire au bureau. Le contrôle au sol ici, donc tout est fait à partir d'une tablette robuste, donc c'est vraiment une Trimble tablette, avec un modem radio et le logiciel de planification de vol qui est installé à l'intérieur. On va avoir la prise aussi pour télécharger les données directement du drone à l'intérieur de la tablette. Pendant le vol, l'avion est contrôlé par un pilote automatique, donc c'est vraiment un ordinateur de bord qui contrôle notre avion. Donc ça va être des navigations par waypoint, donc par point GPS. Donc l'avion va aller vraiment rejoindre des coordonnées GPS les unes après les autres.
Donc, pendant le vol, on a tout comme affichage à l'écran. On va voir que ce soit l'état du GPS, l'horizon artificiel, la phase du signal radio. On va voir le niveau de batterie aussi restant à l'intérieur de l'avion et le temps restant, bien sûr. Les hauteurs, les vitesses du drone, pour que ce soit actuel et planifié. On va voir aussi la vitesse GPS et la vitesse du vent, pardon. Et on va voir aussi la position des lignes de vol et du drone par rapport à ces lignes de vol, dépendamment quand ils vendent, des fois le drone va être un petit peu décalé ou quoi que ce soit. Puis on va voir les manœuvres des équipements d'urgence qui sont disponibles. Puis on a la confirmation de l'atterrissage qui va être disponible aussi. Je vais vous montrer le logiciel rapidement. De quoi ça a l'air, qu'est-ce qu'on ressort de ce logiciel-là pour créer la planification de vol. Donc la première chose ici, on va créer une nouvelle mission. Donc on l'appellerait par exemple Géocongrès pour celle-là ici. Donc notre mission vient apparaître à cet endroit-là. On vient l'ouvrir et par la suite, on va rechercher un endroit sur Google. Par exemple, Québec, la ville de Québec. On va faire comme si on n'avait aucun problème à voler, par exemple, ici. Les plaines, un bon endroit pour décoller, atterrir. Par exemple, donc on vient télécharger la map ici. Donc on télécharge la map vraiment de Google directement. C'est la partie qu'on va avoir besoin d'une connexion Internet. Donc, que ce soit, comme je vous disais, au bureau ou au terrain à partir d'un téléphone cellulaire ou quoi que ce soit, on va pouvoir venir télécharger notre map ici directement de Google. Par la suite, on va venir, comme ça ici, dans notre mission, et c'est là qu'on va définir la zone de mission. Donc, par exemple, nous, ce qu'on voudrait avoir à survoler serait jusqu'à la citadelle, comme ça ici. Donc, ça ici, présentement, on nous dit que ça prendrait 3 vols pour faire couvrir cette zone-là au complet. Donc, on va terminer ici, à 100 mètres. Si, par exemple, on monte à 120 mètres, on va rester à 3 vols tout de même. Donc, ça ici, première chose, pourquoi on a 3 vols, c'est qu'il vient nous mettre directement la direction des vents du nord. Donc, si, par exemple, on avait un vent du nord-ouest qui pourrait être la meilleure des choses pour le présent vol, on va venir descendre ici nos lignes de vol pour couvrir le complet ici, et on va être capable de le faire en un vol de cette façon-là. Donc, si jamais on a des vents qui viennent du nord-ouest ou qu'on a des vents qui ne sont pas très très forts, on peut venir donner cette direction-là pour avoir nos lignes de vol sur le sens de la longueur. Donc, l'avion va toujours voler perpendiculairement à nos lignes de vol, au vent, pardon, dans le sens des lignes de vol, mais perpendiculairement au vent pour les vols ici. Donc, on aura un vol à 119 mètres. Si je viens de mettre ici, je reviens à 100 mètres. On va être capable de le faire. On va être capable de le faire en un vol. 49 minutes, on a une autonomie de 50 minutes. Donc, habituellement, je vais me garder un petit jeu. On va venir le mettre à 110 mètres comme ça ici. 45 minutes, c'est parfait. Par la suite, on vient définir nos endroits de décollage et d'atterrissage. Donc, pour le décollage et l'atterrissage, bien sûr, lorsqu'on est au terrain, ici, c'est une simulation qu'on va faire. Lorsqu'on est au terrain, c'est avec la tablette, il y a un GPS à l'intérieur, donc on se positionne au point de décollage et on enregistre la position. Et on vient se positionner au point d'atterrissage et on enregistre la position à l'atterrissage aussi. Donc, ces deux points-là vont être enregistrés, donc il n'y a pas de problème de coordonnées ou une erreur de chiffre qu'on aurait rentré manuellement. Parce que si jamais il arrive quoi que ce soit, une fois que l'avion est décollé, ce qui a été planifié, c'est tu voles ce que tu as planifié et tu planifies ce que tu vas voler. Donc, c'est vraiment, on a plus de, si on inverse le chiffre dans latitude-longitude, l'avion risque d'aller atterrir assez loin, merci, versus son plan de vol. Donc, on va toujours avoir ça ici. Donc, comme je dis habituellement, en appuyant sur le bouton Take-off pour le décollage, la position va être enregistrée. Pour la simulation ici, on va venir décoller comme ça ici. On décolle face au vent, bien sûr. Et on va faire la même chose pour l'atterrissage. Et on va atterrir face au vent aussi. Donc, pour l'atterrissage et le décollage, vous voyez, pour l'atterrissage, pardon, ici, l'avion va partir de 115 mètres, il va descendre à 75 mètres, à 300 mètres en altitude, ça ici, et à 300 mètres du point d'atterrissage, donc du point de la piste d'atterrissage, si vous me permettez l'expression. Donc, on va avoir ici une boucle qui va se faire en tire-bouchon pour descendre à 75 mètres. Cette descente-là, cette boucle-là peut être faite que ce soit à droite ou à gauche de notre ligne de vol directement. Donc, on peut la changer de côté. Si on aurait, par exemple, ici un complexe G qui serait construit à cet endroit-là ou quoi que ce soit,
on va tourner de l'autre côté, bien sûr, pour éviter ça. Donc, je parle du complexe G, mais si on aurait une bâtisse, une montagne ou quoi que ce soit, habituellement, on va pouvoir vraiment choisir de quel côté on va atterrir. Par la suite, ici, vous allez voir pendant la simulation, ce qu'on va voir à l'écran, c'est exactement ce qui va être fait, ce qui va être vu en temps réel lors d'un vol. Donc, l'avion va décoller comme ça ici. On va atteindre ici à droite, vous voyez les différentes altitudes. Donc, on est à 90, 91, 100, puis on visait 115 mètres, si mémoire est bonne, 110 mètres. Donc, pour aller atteindre son premier point, il va voler un petit peu plus haut pour être sûr qu'en tournant ici, il va descendre pour atteindre son 110 mètres qu'on avait planifié. Donc, vous allez voir. Et comme je vous disais, ce qu'on voit ici présentement, que ce soit pendant le vol, c'est exactement la même chose. Donc, on voit toujours en temps réel où est-ce que notre avion est rendu. Si jamais il y a quoi que ce soit, s'il y a des manœuvres d'urgence à faire ou quoi que ce soit, on sait toujours où est-ce qu'on l'avion est rendu. Bien sûr, si le signal radio le permet. Donc, ici, en haut à droite, vous avez le signal radio, la force du signal radio qui est affichée. Vous avez le nombre de satellites qui est capté par l'avion aussi, donc pour être sûr que l'avion garde sa position. Et vous avez le pourcentage de batterie restante pour l'avion. Donc ici, bien sûr, ça ne descend pas étant donné que c'est la simulation. Par la suite, vous avez votre hauteur de vol ici. Vous avez la hauteur désirée, qui est la petite flèche qui est verte à cet endroit-là. Et la vitesse de croisière. Donc l'avion a une vitesse de croisière de 80 km/h, dépendamment toujours des vents, bien sûr. Donc ici, on va avoir une vitesse de 80 km/h qui va être désirée. Par la suite, pendant le vol aussi, les manœuvres d'urgence qu'on parlait, qu'on avait tout à l'heure. Donc, on a un bouton pour venir atterrir. Donc, si jamais on voit qu'on n'a pas suffisamment de batterie, on peut demander à l'avion à venir atterrir à son point prévu. On va avoir le bouton Hold qui va permettre à l'avion de tourner en rond autour de la position où est-ce qu'elle est présentement. Donc, avec un diamètre de 200 mètres, l'avion va tourner en rond à cet endroit-là. On a le bouton Ear qui nous permet de ramener l'avion au-dessus de notre tête. Donc, si jamais on l'a peur de vue ou quoi que ce soit, on peut ramener l'avion au-dessus de nous et elle va tourner au-dessus de nous tant aussi longtemps qu'on ne lui demandera pas de reprendre son vol. Donc, si par exemple, ici, on fait, puis la dernière, c'est le right. Donc, l'avion va tourner en appuyant sur le bouton, l'avion va tourner vers la droite, va s'en aller 300 mètres plus loin, va tourner en boucle à ces endroits-là. Donc, pourquoi il y a des manœuvres d'urgence comme ça ici? Bien sûr, si jamais il arrive un hélicoptère ou un avion, cependant, s'il arrive un avion, des fois, aux endroits où est-ce que vous êtes, probablement que lui, il est plus dans le pétrin que vous l'êtes. Mais tout de même, à une hauteur de 110 mètres, un avion, habituellement, à moins qu'on soit très, très près des aéroports, c'est rare qu'on va voir ça. Mais sinon, ça pourrait être un voilier d'outarde qui pourrait arriver. Ça pourrait être différents oiseaux ou quoi que ce soit. Les hélicoptères, il faut faire un petit peu plus attention à ça. Volent plus bas, beaucoup plus bas. Donc, c'est à faire attention aussi pour les hélicoptères, dépendamment des zones où est-ce qu'on va être. Cependant, lorsqu'on fait un vol, on va toujours avoir un NOTAM qui va être émis. Donc, on réserve notre espace aérien pour faire notre vol. Donc, habituellement, je mets bien les guillemets, habituellement, les gens, avant de voler, sont obligés de vérifier que l'espace aérien n'a pas été réservé pour d'autres. Donc, un hélicoptère, par exemple, devrait vérifier que l'espace aérien n'a pas été relevé, ou que ce soit un avion qui étendrait des pesticides dans un champ ou quoi que ce soit, doivent eux autres aussi émettre des NOTAM pour vérifier tout ça. Donc, une fois que le danger est passé, on peut appuyer sur la petite touche « Resume » et l'avion va reprendre son vol au dernier waypoint qu'elle avait atteint. Il y a la dernière touche qui est le FTS, le Flight Termination System. C'est une touche d'urgence, elle n'est pas rouge pour rien. Cette touche-là, c'est si jamais vous appuyez dessus, première chose, on va vous demander de confirmer. Donc, vous avez une deuxième chance. Donc, si jamais vous l'accrochez, il vous reste une deuxième chance. Si vous vous trompez, vous appuyez sur Yes, je vous dirais pas que c'est un crash automatique. Cependant, l'avion va descendre en tire-bouchon à l'endroit où elle est. Donc, elle coupe les moteurs, elle lève les ailerons d'un côté et de l'autre pour descendre en tire-bouchon jusqu'à une hauteur de 7 mètres. Par la suite, va se restabiliser pour tenter d'atterrir. Mais si jamais vous êtes dans une carrière, s'il y a un empilement de gravier ou quoi que ce soit, ça se peut qu'on n'atterrisse pas au bon endroit, bien sûr, un endroit désiré. Donc, c'est la touche vraiment d'urgence qui pourrait être utilisée ici pendant le vol. Donc, c'est vraiment ça ici. On va venir atterrir par la suite. Donc, comme je vous disais, pour l'atterrissage, l'avion va venir tourner à 300 mètres de son point d'atterrissage pour descendre à une hauteur de 75 mètres. Donc, on va voir la hauteur descendre ici. Donc, vous voyez, descend de 110 mètres à 75 mètres en tournant. Et tant et aussi longtemps que vous n'aurez pas confirmé que l'endroit pour l'atterrissage est clair, donc il n'y a pas de véhicules qui sont là, qu'il n'y a pas de gens qui pourraient être en danger ou quoi que ce soit pour l'atterrissage, on vient confirmer ici une fois que tout est clair, tout est beau, et l'avion va s'en venir pour atterrir. Pendant l'atterrissage, on a le petit bouton « Abort » ici, qui va remettre les gaz. L'avion va remettre les gaz, va relever, donc si jamais il arrive un véhicule ou quoi que ce soit, il va retourner à son point d'atterrissage, il va revenir atterrir par la suite lorsque vous aurez confirmé. Donc, c'est vraiment la partie ici qu'on a sur
pour le vol, pour faire le vol. Donc, comme je vous disais, pas besoin de très grande notion d'aviation ou quoi que ce soit. C'est simplement de s'assurer que les endroits où est-ce qu'on passe, il n'y a pas de montagnes qui vont être plus haut que la hauteur de vol ou quoi que ce soit. Puis on va pouvoir faire notre vol au complet de cette façon-là. Par la suite, si je reviens à ma présentation ici, donc la vue du Trimble UX5, comme je vous disais, si vous voulez le voir en vrai, venez nous voir par la suite à nos kiosques. On est ici toute la semaine, que ce soit ici pour aujourd'hui ou bien au Palais Montcalm pour le restant de la semaine. Donc sur le devant, on a la partie chargement, donc où est-ce qu'on va mettre la batterie et la caméra. On a le e-box, donc le e-box c'est le pilote automatique qu'on parlait tout à l'heure, donc c'est vraiment la partie pilotage, donc il y a un GPS à l'intérieur. Il y a aussi 3 gyroscopes, 3 accéléromètres vraiment pour savoir où est-ce que l'avion est positionné et dans quelle orientation il est positionné, bien sûr. On a les ailerons, les cerveaux et le moteur, bien sûr, en arrière, donc il y a un petit moteur électrique. Un moteur électrique de 700 watts qui nous permet qui permet de tourner jusqu'à 16 000 tours minute. Donc c'est un moteur qui va tourner très rapidement. En dessous de l'avion, donc on va avoir la lentille et la caméra, bien sûr, donc ça prend une place pour la lentille et la caméra. On va avoir une plaque de protection. La lentille et la caméra est protégée aussi par un filtre qui est sur l'avion directement. On a les accroches pour le lancement, donc lorsqu'on la met sur la rampe de lancement, bien sûr, l'avion est accroché. On a les hélices en arrière qu'on voit ici et les ailerons qu'on voit par en dessous, bien sûr. À l'intérieur du drone, donc on a un fuselage, donc on a un cadre en fibre de carbone à l'intérieur. Et le fuselage, quant à lui, est fait en mousse de polypropylène. Donc c'est une mousse, un genre de styrofoam qui est très compacté. Et on va voir le moteur et l'hélice, bien sûr, ainsi que les ailerons qui sont servo-commandés. La partie chargement, donc à l'intérieur du devant de l'avion, comme je vous disais, vous avez la batterie qui est à l'avant, la caméra qui est juste derrière. Et il est possible d'insérer des balises de suivi aussi pour éviter de perdre le drone si jamais il arrive dans une montagne, dans un arbre ou quoi que ce soit. Donc pour éviter tous ces problèmes-là, on peut insérer une balise de suivi, mais si la planification de vol est bien faite, il n'y a aucun danger de perdre le drone, bien sûr. La partie caméra, la partie la plus importante du drone, si vous me permettez l'expression. Donc, on va avoir ici une Sony NAX5, donc pour avoir des bons résultats, meilleure la caméra est, mieux les résultats seront. Donc, c'est une caméra de 16,1 mégapixels qui a un capteur APS-C, donc c'est les types de capteurs qui sont inclus dans les réflexes. Donc, la nouvelle caméra numérique, pardon. Donc, c'est le type de capteur qui est à l'intérieur de ça, malgré que le fait qu'on a un petit boîtier ici. C'est les meilleurs capteurs qui peuvent être disponibles dans ce type de caméra compacte-là. C'est tout près du 35 mm qu'on avait conventionnellement avec l'argentique. On va avoir une lentille fixe de ce nom-là, donc Voigtlander ou quelque chose comme ça. Excusez mon expression, pas mon expression, mon accent allemand. Qui est une lentille fixe qui est conçue spécialement pour le drone ici. Donc, on a la dimension de l'image ici, on voit qu'on a pratiquement 4900 pixels par 3200 pixels. Donc, c'est une image qui va être plus large que l'ombre. Et on a la version couleur, comme je disais tout à l'heure, et la version en proche infrarouge. Pour ce qui est du e-box, comme je vous disais, donc en avant aussi, j'avais oublié de mentionner tout à l'heure, il y a un tube pitot, donc tout ce qui est hauteur est fait par des captures de pression atmosphérique. Donc toutes les hauteurs sont calculées par rapport à la pression atmosphérique. On a une antenne GPS aussi. Pourquoi on calcule par rapport à la pression atmosphérique? Tout simplement parce que le GPS n'est pas suffisamment précis pour avoir une élévation précise, pardon. Donc avec le tube pitot, on est capable d'avoir une bien meilleure précision sur l'élévation versus qu'avec un GPS. Par la suite, on a le bouton d'initialisation et les différents LED pour l'information avant décollage, bien sûr. On a le port de téléchargement et on a une antenne radio aussi pour garder le contact entre l'avion et le sol. Côté caractéristiques techniques, donc le poids, on parle d'un poids de 2,5 kg, donc 5,5 kg de l'avion, la caméra, la batterie. Autonomie de vol de 50 minutes, peut voler à des hauteurs de 75 jusqu'à 750 mètres. Vitesse de croisière de 80 km/h pour le drone. Peut prendre des vents jusqu'à 65 km/h et une fine pluie. Pixel au sol va varier de 2,4 à 24 cm pour un vol à 750 mètres. La caméra grand angle Sony de 16,1 mégapixels. Et l'atterrissage, donc ça nous prend une zone au sol de 50 mètres par 30 mètres pour l'atterrissage, clair de tout obstacle. Qui est beaucoup plus petit que ce qu'on avait par rapport au Gatewing XL, son prédécesseur. Donc ici aussi, on voit la caméra a été améliorée, la caméra a été changée et améliorée entre le Trimble X100 ou le Gatewing X100 et le Trimble UX5, ce qui nous permet d'avoir des lignes de vol qui vont être plus éloignées les unes des autres, donc on peut couvrir plus de territoire avec un seul vol. Par la suite, c'est ici, pour l'atterrissage,
précédemment, avec le X100, on avait besoin de 650 mètres. Maintenant, on a besoin de 300 mètres pour l'atterrissage. Donc, on descend avec une pente de 14 degrés. Comme je disais, l'atterrissage, 50 mètres par 30 mètres, donc 25 mètres en arrière, 25 mètres en avant, 15 à droite, 15 à gauche, versus 150 mètres qu'on avait besoin avant en longueur et 30 mètres en largeur avec le X100. La plateforme de lancement, donc c'est simplement une rampe avec différents élastiques, un treuil, la poignée de déclenchement et le chariot, bien sûr. Le gros point fort est la sécurité. La rampe de lancement est vraiment l'aspect sécuritaire de l'avion pour le décollage en tant que tel. Par la suite, le module photogrammétrique du logiciel Trimble Business Center qui nous permet de traiter nos données vraiment de façon automatisée, qui est basée sur la technologie d'Info, bien sûr. Je vais vous présenter ici juste un petit résumé, un petit vidéo résumé de ce qui peut être, de ce qu'on vient de discuter. Donc, une vidéo qui a été faite par Trimble. Je m'excuse, la vidéo est en anglais pour tout ce qui est inscrit, mais vraiment, ça résume de A à Z qu'est-ce qui doit être fait au terrain pour pouvoir avoir un vol et qu'est-ce qui se passe pendant le vol aussi. Donc, on s'assure bien sûr au début d'avoir un terrain qui va être clair, qu'il n'y aura pas d'obstacles, que ce soit des tours de contrôle, des tours cellulaires, etc. On va venir déposer la rampe de lancement au bon endroit. On s'assure que tout est clair en avant, bien sûr. On ne l'installe pas vis-à-vis un bâtiment, quoi que ce soit. Dans la direction des vents, bien sûr. Donc, on va toujours décoller face au vent. Par la suite, lorsqu'on vient regarder l'angle ici, donc la rampe de lancement donne un angle de 20 degrés jusqu'à 30 degrés. C'est pas un avion pour faire peur aux gens, donc c'est sûr et certain que s'il y a des gens qui se promènent, il y a des avions ou quoi que ce soit, on attend que les gens soient passés avant de décoller, bien sûr. La sécurité va être très, très importante. Puis, on a maximum 65 km/h de vent. À 60 km/h, l'avion, le moteur décolle et va monter, comme je vous disais, avec un angle minimal de 30 degrés une fois que le moteur est parti. L'avion qui vient monter comme ça ici. À 75 mètres, l'avion va commencer à tourner pour aller atteindre sa hauteur de vol qu'on lui a demandé. Et par la suite, c'est vraiment on va toujours garder 25 mètres d'espace au-dessus de tout obstacle qu'il pourrait avoir, que ce soit une bâtisse, un arbre, une montagne, une tour de radiocommunication, quoi que ce soit. Toujours garder un minimum de 25 mètres par sécurité et pour éviter la turbulence aussi, bien sûr. À la fin de la ligne de vol, on a un rayon de 100 mètres pour que l'avion tourne. On tourne avec un angle de 40 degrés, donc c'est quand même très incliné pour tourner. Et par la suite, il vient prendre ses photos ici, directement sur la ligne de vol les unes après les autres. Au final, lors de l'atterrissage, bien sûr, l'avion va descendre, comme je vous disais tout à l'heure, en boucle, comme ça ici. La première boucle est toujours plus grande que les autres. Et par la suite, on vient avoir une boucle de 150 mètres de rayon. Pour venir atterrir, c'est bien sûr, vous confirmez l'atterrissage. La descente se fait avec un angle de 14 degrés. On va garder un angle de 12 degrés pour tous les obstacles qu'on pourrait avoir. Et à 30 km/h, le moteur arrête par lui-même et l'avion atterrit. Donc, je vais vous présenter différents exemples, différents résultats qu'on peut avoir ici à l'aide de des différentes données. Donc, que ce soit en agriculture, donc ici, vous voyez, c'est vraiment un champ qui a été volé au complet. Donc, on peut avoir vraiment tout ce qui est drainage. Donc, le but de l'exercice ici était vraiment d'avoir calculer le drainage nécessaire, voir si le champ était bien drainé ou quoi que ce soit. Donc, en agriculture, ici, on a différents vols qui peuvent être faits. C'est sûr, les données ne semblent pas très, très belles. C'est pas ce qui est impressionnant à voir pour l'utilisateur, mais tout de même, si jamais on vient faire ici, par exemple, juste une petite section, juste pour vous montrer la précision ou quoi que ce soit. Je vais juste simplement vous montrer, pardon. OK, on a quand même nos fossés qui sont en 3 dimensions quand même. Ici, les points sont peut-être un petit peu gros. Donc, on va avoir quand même la partie fossée qui va être en 3 dimensions. Donc, c'est vraiment un terrain qui est très, très plat. Et on va avoir les fossés quand même qui vont apparaître ici. Par la suite, le prochain qui
va être un exemple qui va parler peut-être un petit peu plus visuellement quel résultat on peut avoir. Ici, on a une carrière qui a été volée. Donc, on a 47 millions de points qui ont été acquis en environ à peu près 35 minutes de vol. Donc, ici, on est un petit peu moins qu'1 km². Donc, on a énormément de points qui sont enregistrés à l'intérieur de la carrière ici. Puis, si on tourne, vous voyez vraiment le 3D au complet qu'on pourrait avoir. Donc, que ce soit des arbres, que ce soit les bancs d'emprunt, que ce soit la piste, que ce soit la partie où on a de l'eau ici, les chemins, bien sûr. Si on regarde, par exemple, le chemin qu'on va avoir, qu'on aurait ici, ça va peut-être parler un petit peu plus que le champ tout à l'heure. On va refaire la même opération que tout à l'heure. On va zoomer là-dessus ici. Donc, vous voyez ici, on a notre chemin en tant que tel et vraiment les remblais qu'on a de chaque côté du chemin en 3 dimensions au complet ici. Puis, si je viens grossir un petit peu mon pixel, on est capable quand même de voir pratiquement les roches aussi qu'on pourra avoir directement à l'intérieur du chemin. Un autre exemple ici, terrain de golf. Donc, un terrain de golf qui avait été survolé. Donc, on a environ, de mémoire, ici, de là à là, on a 850 mètres environ qui a été survolé. Donc, c'est un vol qui a dû prendre environ une demi-heure maximum par 500 mètres. Donc, on a à peu près 0,4 km² ici qui a été survolé. Donc, tout le terrain de golf, de 1 pour une orthophoto, simplement pour avoir la photo aussi. Donc, on passe de 3D. Je parle de 3D, pardon, depuis tout à l'heure. Et parfois, avoir simplement la photo peut être un bien qui va être un bien livrable qui peut être fait. Mais sinon, on a vraiment tout notre terrain de golf ici au complet en 3 dimensions. Donc, en nuage de points. Donc, si je ramène ici, si je viens zoomer, juste pour vous prouver. Donc, ici, c'est vraiment un nuage de points qu'on va avoir avec la couleur de la photo. Par la suite, qu'est-ce qui peut être fait? Ici, une carrière qu'on pourrait avoir. Donc, première chose, vous voyez le chemin qui passe directement ici. On est capable d'avoir, excusez-moi, des sections à travers type. On peut, comme c'est ici, j'ai enlevé mon affichage. Donc, à partir du nuage de points, directement, on est capable de se faire des sections à travers type. Donc, on pourrait avoir notre centre-ligne qui aurait été relevé au GPS. Donc, on l'emmène comme une break line ou une ligne, tout simplement. Une polyligne, pardon. Puis, à partir de cette polyligne-là, on est capable de faire vraiment nos relevés de sections à travers type qui peuvent être faits directement dans le logiciel. Sinon, on est capable de faire aussi, c'est ici simplement une surface. Donc, vraiment une triangulation qui va être faite. Et finalement, cette triangulation-là, ou même le nuage de points, peut nous permettre de sortir nos courbes de niveau. Donc, pour avoir vraiment nos courbes de niveau au complet ici, à partir du vol qui avait été fait. Donc, on a vraiment, comme je vous disais, un 3 dimensions qui est précis environ à... Ici, on avait quand même un vol à 120 mètres. On va chercher à peu près 4 à 5 cm de précision en élévation pour cette partie-là. Par la suite, un autre exemple ici, une tourbière. Donc, encore une fois, c'était vraiment ici, on avait le but était de faire de l'analyse de végétation sur notre nuage de points. Donc, le vol avait été fait avec une caméra en couleur et une caméra en proche infrarouge. Donc, les indices de végétation ont été sortis pour la tourbière ici. Par la suite, ici, par exemple, pour avoir une usine. Donc, pour l'usine ici, c'est sûr et certain que c'est peut-être pas le nuage de points qui est le plus important, qui parle le plus, mais pour l'orthophoto que je vais vous montrer dans quelques instants, on va avoir de quoi qui va être très, très bien pour une usine, survoler l'usine. Et finalement, simplement vous montrer qu'il est possible, pour une carrière, par exemple ici, de faire différents calculs de volume sur différents empilements, très, très rapidement et très facilement aussi. Donc, la dernière chose que je vais vous montrer, quelques instants encore, va être ici, par exemple, un exemple d'orthophoto qu'on peut sortir. Donc, c'est sûr et certain, l'orthophoto va être tuilée
pour avoir des orthophotos qui vont être d'une dimension conventionnelle qu'on peut ouvrir avec un ordinateur. Sinon, chacune est géoréférencée, donc on peut les importer et par la suite les visualiser tous ensemble. Donc par exemple ici, si on regarde cette partie-là de l'usine, donc vous voyez vraiment tous les endroits qui ont été photographiés à partir du drone, bien sûr. Et vous avez un pixel au sol qui peut quand même nous donner une excellente résolution. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, oui. Donc on voit quand même, on a une très bonne résolution de pixels au sol, une très bonne qualité de pixels, pardon, à partir de l'orthophoto qui vient de l'image. Donc ça ferait le tour pour ma partie. Côté des drones, je ne sais pas s'il y a des questions ou quoi que ce soit, des interrogations. Sinon, ben, je vous dis...